Le matin du 31 juillet 1987, Dan Remington de San Diego en Californie conduisit ses enfants à la garderie. En chemin, il remarqua la voiture de son épouse abandonnée au bord de la route. Afin d'éviter d'alarmer ses enfants, il les conduisit jusqu'à la garderie et retourna à toute vitesse chez lui pour alerter la police. La police de San Diego dépêcha un agent. En se rendant à la résidence de Remington, ce dernier s'arrêta pour examiner la voiture. Un des pneus était crevé, les portières étaient verrouillées et il ne semblait pas y avoir de roue de secours. Il n'y avait aucune trace de Liz Remington, la jeune femme de 29 ans. Lorsque l'agent de police interrogea Dan Remington, ce dernier déclara avoir vu sa femme pour la dernière fois la veille, à 22h30, au moment où elle partait travailler. Après avoir aperçu sa voiture abandonnée à 7h30, il avait téléphoné à l'hôpital où elle était infirmière au service de maternité, mais personne ne l'avait vue. Remington reconnut que leur mariage traversait une période difficile. Après 12 ans de vie commune, ils envisageaient le divorce. Dan remit un double de la clé de la voiture à l'agent et lui donna l'autorisation de la fouiller. L'enquête fut immédiatement confiée au service des homicides, en dépit du fait qu'il ne s'agissait que d'une disparition. Les spécialistes de la section des homicides étaient les seuls à disposer des ressources adéquates pour recueillir et conserver les indices importants. À première vue, il n'y avait rien d'anormal dans la voiture. Elle fut remorquée à la fourrière de la police. Ainsi, elle pourrait être réexaminée et les indices qui avaient échappé à la première équipe ne seraient pas perdus. Les détectives se rendirent à la station-service la plus près de la voiture abandonnée afin de vérifier si Liz s'y était rendue à la suite de sa crevaison. Selon le commis, elle était bien venue la veille. Elle avait demandé de la monnaie pour téléphoner. Il ignorait qui elle avait appelé. Les détectives se rappelaient que Dan avait déclaré à la police qu'elle n'avait pas appelé à la maison. Elle était peut-être partie avec un autre homme. Mais la sœur de Liz déclara à la police que c'était tout simplement impossible. Ce n'était pas le genre de femme à prendre la fuite parce que son mariage était en difficulté. De plus, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Selon le sergent Dennis Brugos de la police de San Diego, le profil dressé par la sœur de Liz était plausible. Elle faisait du bénévolat à l'école. Elle participait aux activités sportives. Ce n'était pas le genre de femme à quitter ainsi sa famille. La sœur de Liz fut surprise d'apprendre qu'il n'y avait pas de roue de secours dans le coffre arrière. Dan avait pourtant fait la vidange 2 semaines plus tôt et vérifié que rien n'y manquait, en particulier la roue de secours. Les agents interrogèrent les voisins des Remington. Plusieurs d'entre eux avaient remarqué que la relation entre Liz et Dan s'était détériorée. Cette information pouvait se révéler utile plus tard, mais pour le moment, il était impossible de déterminer qu'un homicide avait été commis. Au moment de la disparition de Liz Remington, la police de San Diego était aux prises avec un tueur en série. Comme rien ne démontrait que la jeune femme avait été enlevée contre son gré, la police dut s'occuper de ses autres meurtres en priorité. Nous n'avions pas de cadavre, pas d'armes, ce qui en faisait une autre personne disparue parmi tant d'autres aux États-Unis. À ce moment-là, nous enquêtions sur une série de meurtres. Nous avions découvert une quarantaine de femmes assassinées dans le secteur de East County. Bien sûr, ces enquêtes étaient plus urgentes pour nous. 4 années s'écoulèrent. La plupart des femmes assassinées étaient des prostituées ou des femmes sans domicile fixe. Par conséquent, Liz Remington n'avait pas été considérée comme une des victimes du tueur en série à l'époque. Son dossier fut cependant réouvert lors de la mise sur pied d'une commission d'enquête spéciale. Les détectives consultèrent les rapports de la police et les déclarations des voisins de la victime. Les voisins étaient très proches de Liz et lui donnaient un coup de main dès qu'ils le pouvaient. Avec le temps, la tension au sein du couple avait augmenté et les voisins s'étaient inquiétés pour elle et les enfants. L'un d'eux avait même noté ce qui s'était passé à la maison après sa disparition. La relation entre Liz et Dan Remington était à ce point houleuse qu'il avait essayé de vendre la voiture de son épouse sans demander son autorisation. Liz était furieuse et le couple avait eu une violente altercation. Selon un des voisins, la seule raison pour laquelle Dan n'avait pas pu vendre la voiture était que Liz était la seule à en détenir une clé et qu'elle avait refusé de la lui donner. Les policiers se rappelaient pourtant que le jour de sa disparition, Dan leur en avait remis une. Quelqu'un l'avait également aperçu peu après la disparition de sa femme en train de combler un ravin au fond de sa propriété. Il allait d'ailleurs souvent se promener dans cette partie de son terrain. Pourtant, il ne s'y aventurait que très rarement avant la disparition de sa femme. Fait étonnant, comme l'enquête n'avait jamais été fermée, la voiture de Liz se trouvait toujours à la fourrière de la police. Dan avait intenté des poursuites pour la ravoir, mais n'avait pas obtenu gain de cause. Techniquement, la voiture était toujours une pièce à conviction.
Les experts allaient pouvoir l'examiner à nouveau. La première chose qu'ils constatèrent, c'est qu'il y avait des pièces de monnaie dans le cendrier. Pourquoi Liz avait-elle demandé des pièces de monnaie pour téléphoner, si elle en avait déjà? Peut-être s'agissait-il d'un homicide après tout. Et peut-être la crevaison n'était-elle pas accidentelle. Le pneu de la voiture de Liz fut envoyé au manufacturier de pneus Goodyear à Akron, dans l'Ohio. Cette entreprise dispose d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des crevaisons. Le pneu fut examiné encore monté sur la jante. Il n'y avait aucun signe d'un quelconque dommage. Seul un petit trou avait causé une lente fuite d'air. Une fois la cause de la fuite identifiée, l'analyste en chef Chester Patterson démonta le pneu et l'examina de plus près. Il tira la conclusion que le pneu s'était dégonflé une fois la voiture arrêtée. Le pneu était intact. Nous n'aurions même pas pu avertir le conducteur de ce véhicule que l'air s'en échappait parce que dans ces cas-là, le pneu commence à se décoller de la jante et cela provoque des dommages apparents. Mais rien de cela n'affectait ce pneu. Patterson remarqua bientôt quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 35 ans de carrière. Le pneu de la voiture de Liz Remington avait été crevé de l'intérieur. Quelqu'un avait donc volontairement percé le pneu. Près de 4 ans après la disparition de Liz Remington, les enquêteurs purent enfin obtenir un mandat de perquisition de la résidence de Dan Remington. Les agents ne découvrirent rien de significatif à l'intérieur de la maison. Ils espéraient trouver quelque chose à l'extérieur. À l'aide d'une pelle mécanique, la police fit creuser le ravin au fond de la propriété. Cela faisait peut-être 2 ou 3 heures que nous creusions lorsque la pelle mécanique est restée accrochée à un bout de clôture de métal qui était posé à plat. Nous avons arrêté l'excavation. Sous la clôture, il y avait une roue. Il s'agissait de la roue de secours de la voiture de Liz. Sous cette roue, la police découvrit le corps d'une femme enveloppée dans un drap. Cette affaire de disparition était donc après tout un meurtre. Dan Remington fut arrêté. La prochaine étape consisterait à identifier la victime découverte sur sa propriété. On fit appel à un anthropologue judiciaire. Ce dernier constata que la victime était une femme de couleur blanche, morte des suites d'un coup porté à sa tête. Elle avait environ 30 ans et était de la même taille que Liz Remington. La police était convaincue avoir retrouvé le corps de Liz Remington, mais devait en faire la preuve avant de passer aux accusations. On fit appel à l'expert Norman Sperber afin qu'il examine la dentition de la victime. La résolution de cette enquête reposait sur les dents de la victime. Les dents sont ce qui résiste le mieux au temps. Nous avions la chance de disposer des radiographies dentaires de Liz et nous sommes parvenus à radiographier les dents de la victime parce qu'elles étaient restées en bonne condition. En comparant la forme et la position des obturations et des dents de la victime à celles de Liz Remington, l'expert Norman Sperber conclut qu'il s'agissait bien de la même personne. Liz Remington avait enfin été retrouvée. La présence du drap indiquait peut-être que la victime avait été tuée pendant la sieste quotidienne qu'elle prenait avant de partir travailler. Dan avait ensuite transporté le corps de sa femme jusqu'au ravin. Il l'avait enterré sommairement avant de louer l'équipement approprié pour l'enterrer à 3 ou 4 mètres de profondeur. Il était ensuite revenu sur les lieux et avait remplacé le bon pneu par celui qu'il avait crevé au préalable. Le lendemain matin, il avait signalé la disparition de son épouse, convaincu que la police ne remonterait jamais jusqu'à lui. Il ignorait que la présence d'un tueur en série forcerait la police à mobiliser toutes ses ressources et qu'elle serait alors en mesure d'élucider son meurtre. Bien qu'il ne soit guère possible de connaître le mobile exact de Dan Remington, la police croit qu'il avait honte de l'échec de son mariage et qu'il refusait de partager la moitié de ses biens. En octobre 1992, il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie.